allons passer à la dernière intervention, j'allais dire magistrale, avec Antoine Ramon, juriste au CERF France Champagne Nord-Est Île-de-France. Bonjour Monsieur Ramon. Bonjour. Voilà. Bonjour. Et donc, alors vous arrivez, vous allez nous parler de transmission, parce que c'est vrai que la société, quand même, quel bel outil pour transmettre. Hein. Ça, là-dessus, je crois qu'on sera tous d'accord. Et vous dire qu'à point nommé, le député Girardin, député de la Marne, dont vous venez, vient de rendre son rapport « Assurer la transmission familiale du foncier et des exploitations viticoles afin de garantir la pérennité et l'indépendance stratégique de la viticulture française ». Voilà, rapport qui vient de sortir hier et qui avance un certain nombre de pistes sur justement la question de la transmission. Donc là aussi, on sait très bien que c'est une problématique, la transmission en général, et encore plus précisément la transmission en milieu viticole, compte tenu du poids du foncier dans la transmission de l'outil. Et donc la problématique de pérenniser, on va dire, une viticulture vigneronne qui se pose. Je vous laisse la parole pour 20-25 minutes. Et donc, merci, nous vous écoutons. Juste pour faire le lien avec la précédente intervention, les prestataires de travaux agricoles, c'est aussi un moyen pour eux de s'agrandir, puisque souvent on voit des prestataires, des agriculteurs réaliser des travaux par prestation en fin de carrière, et en attendant éventuellement l'installation d'un petit-fils parce que le fils ne revenait pas sur l'exploitation. Et pour le prestataire, à qui on pense quand on cède son exploitation, c'est avant tout à son prestataire avec qui on a noué des liens d'amitié parfois. Donc sur le plan économique, c'est pas toujours rentable pour le prestataire, mais il peut s'y retrouver pour retrouver une ferme. Oui, alors ça c'est souvent le cas quand même des agriculteurs qui font de l'ETA en même temps. C'est ça. Hein, pas des ETA purs, c'est-à-dire... Dans nos régions, on a plus souvent des prestataires qui le font en plus de leur activité plutôt que des purs prestataires qui ne font que des travaux agricoles. D'accord. Alors, de plus en plus de sociétés, on l'a vu, hein, environ 60% des agriculteurs sont aujourd'hui installés en société. On a même constaté parmi nos clients, à Champagne Nord-Est Île-de-France, que 30% d'entre eux avaient au moins 2 sociétés. Et le phénomène est grandissant avec les reprises de sociétés, avec la diversification. On voit de plus en plus de sociétés se créer, on en crée de plus en plus. Donc, de plus en plus d'exploitations, des exploitations qui ont des valeurs de plus en plus importantes. Alors pourquoi ? De plus en plus, on l'a évoqué précédemment, des baux sont faits à la société, on vend la société avec une valorisation du droit au bail, ce qui fait, en sécurisant un peu plus le propriétaire, ce qui fait quand même des entreprises qui valent de plus en plus cher. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, on arrivait entre guillemets à maquiller des pas de porte avec... en valorisant un petit peu plus le matériel, en vendant de la paille, du fumier, des bricoles, on arrivait à 1 000, 1 500 euros de l'hectare. Aujourd'hui, on arrive à des 10 000 euros, 15 000 euros de l'hectare. Et là, on ne peut plus le maquiller en gonflant le prix du matériel. Voilà. Donc, le recours aux sociétés, les dernières jurisprudences vont plutôt dans le sens de dire que les cessions de parts de société, dès lors que le foncier est loué à la société, il n'y a pas de changement d'exploitant et donc que l'article L474 ne serait pas applicable puisque on nous dit que le pas de porte est répréhensible dans le cadre d'un changement d'exploitation, ce qui n'est pas le cas quand le bail était déjà fait à la société et qu'on vend les parts de la société. On pouvait penser que le bail cessible répondrait à cette problématique des propriétaires de valoriser le droit au bail. Malheureusement, pour l'instant, sur le plan fiscal, le fait d'être traité en revenu foncier, le pas de porte, dissuade quand même les propriétaires de faire des baux cessibles. Et puis, l'indemnité d'éviction à payer à la sortie, qui n'est pas forcément aujourd'hui très précise dans son montant,
Donc on continue principalement à faire des cessions de parts de société avec des baux sociétés. Moi, je fais pas mal de cessions d'entreprises et quand on évoque les deux hypothèses aux clients du bail cessible ou de la cession de parts de société, eh bien, ils s'y retrouvent plus souvent avec une société, avec un bail à la société. Alors principalement pour les propriétaires, c'est vrai que ceux qui sont principalement locataires, c'est plus compliqué parce qu'on ne va pas pouvoir transférer le foncier en location. Ou alors, il faudra au préalable obtenir des propriétaires un bail à la société. On l'a vu, ce n'est pas toujours évident d'obtenir ça. Donc, des sociétés, de plus en plus de parts de sociétés, donc de plus en plus de cessions sous forme de société, des prix de plus en plus élevés. Eh bien, on vient nous voir pour essayer d'optimiser le financement de la reprise. Parce que à l'impôt sur le revenu, c'est assez dissuasif de reprendre des parts de société. À titre d'exemple, un agriculteur qui est taxé dans une tranche d'imposition à 30%, on y est assez vite. Pour une part fiscale à partir de 26 000 €, on est dans une tranche à 30%. À ce montant-là, vous rajoutez les cotisations sociales, vous avez un taux de prélèvement sur les bénéfices de 50%. Ce qui fait que lorsque vous rachetez une société 500 000 €, il vous faut le double en bénéfices pour pouvoir rembourser la banque. Donc, vous comprenez bien, vous achetez des parts de société, 500 000 €. Les bénéfices de cette société-là vont vous permettre de rembourser votre prêt à la banque, mais au passage, vous allez payer l'impôt et la MSA. Alors, le schéma qui se développe, que vous connaissez certainement, c'est plutôt que de racheter les parts à titre personnel, c'est de les faire racheter par une société holding à l'impôt sur les sociétés. Donc c'est le fameux LBO qu'on connaît plus facilement dans le milieu commercial BIC, mais qui s'est développé dans le milieu agricole, puisque à l'impôt sur les sociétés, dès lors qu'on capitalise les bénéfices de la société fille dans la holding, on ne va subir qu'un taux d'imposition de 15% jusqu'à 38 120 € de bénéfices de la SCA en question qu'on aurait racheté, et 25% au-delà de 38 120. Donc on voit bien qu'il en reste plus pour rembourser la banque. Dans mon exemple, pour 500 000 € d'investis, vous n'allez rembourser que 588 000 €. Vous aurez besoin de 588 000 € de bénéfices pour rembourser la banque après avoir payé votre IS dans une tranche à 15%. Et 667 000 € dans une tranche à 25%. Alors on verra après ce qu'on peut faire aussi de cette société holding. Dans un premier temps, elle peut être une société de reprise, un véhicule de reprise pour amortir le coût de la reprise. Alors, peut-être certains me diront ça va faire que renchérir le prix des exploitations. On l'a connu avec les ventes en démembrement de foncier. Pour pouvoir amortir l'usufruit, ça a fait aussi augmenter le prix du foncier. Donc j'ai juste fait un petit schéma pour vous montrer les deux hypothèses. L'hypothèse 1, repreneur personne physique. Les bénéfices qui sont perçus de la société d'exploitation vont être soumis à l'impôt sur le revenu, aux cotisations sociales. La MSA passée en charge, grosso modo, je vous disais, autour de 50% de prélèvement sur une tranche d'imposition à 30%. Donc vous imaginez quelqu'un qui peut être dans une tranche à 41%, on monte à 58% de prélèvement en cumulant la MSA déduite des revenus fiscaux. À l'impôt sur les sociétés, les bénéfices qui remonteront à la holding ne seront taxés qu'à 15 et 25%. Donc avec un bénéfice quand même de 38 000 €, ça permet déjà de rembourser quand même des bonnes annuités de 38 000 € par an, avec seulement 15% de prélèvement. Donc là, on était dans un cadre de cession à titre onéreux, souvent cession hors cadre familial, mais la société, elle peut aussi avoir un intérêt, ça a été évoqué précédemment, dans le cadre d'une transmission à titre gratuit. Alors, bien sûr, ça concerne que les parents qui n'auront pas forcément besoin de toucher la totalité du produit de la cession de leur exploitation. Alors ça peut être fait en partie, ça peut être fait en totalité.
Dans les régions, on va dire, les plus favorisées, les parents n'attendent pas forcément sur le prix de cession de l'entreprise pour faire leur retraite. Ils ont leurs revenus fonciers, ils ont des placements par ailleurs. Et quand on leur expose les avantages qu'on peut avoir à transmettre par donation les parts de l'entreprise familiale, c'est vraiment un schéma qui se développe. Donc le système, c'est de proposer de faire une donation à l'enfant exploitant des parts de la société. Et pour maintenir l'équilibre avec les autres frères et sœurs, c'est de faire une donation partage à charge de soult à payer aux autres frères et sœurs. Donc ça a plusieurs avantages. Pour la donation partage, vous le savez, ça permet de figer les valeurs, on ne revient plus dessus, les donations ne sont pas rapportables à la succession et donc on n'ira pas rechercher la valeur de l'entreprise au jour de la succession. Ça permet aussi d'associer les enfants à la réflexion, d'associer les enfants dans une donation partage, ça leur permet de leur demander leur avis et ce sera plus difficilement contestable par la suite, les choix qui auront été faits par les parents. Et le gros avantage dans le milieu agricole, pour moi, c'est de donner très tôt des liquidités aux enfants qui ne sont pas exploitants. Parce que très longtemps, les enfants non exploitants regardaient le train passer. On leur donnait, bien sûr, de la nue propriété comme les autres enfants, mais donner de la nue propriété sur du foncier, vous savez, ça veut dire attendre le décès des deux parents pour commencer à toucher un fermage. Avec l'augmentation de l'espérance de vie, vous commencez à toucher un fermage, vous êtes retraité. Et vous vous retrouvez avec des terres qui sont louées par bail à long terme, que vous ne pouvez pas reprendre, et si vous reprenez, vous vous fâchez avec votre frère ou votre sœur exploitant. Là, en faisant une donation partage à charge de soult, très tôt, on va donner des liquidités aux autres frères et sœurs qui vont pouvoir acheter leur maison, leur appartement, faire ce qu'ils en veulent, mais ils n'ont pas l'impression d'avoir eu la totalité de leur patrimoine en biens agricoles à la disposition de leurs frères ou de leurs sœurs exploitants. Sur le plan fiscal, de procéder par donation, on va pouvoir bénéficier du dispositif Dutreil, donc l'exonération sur la transmission à titre gratuit des parts de la société. On va pouvoir également bénéficier d'un régime d'exonération des plus-values. Dans le cadre de l'article 151 non-IS 2, vous donnez des parts de société si le bénéficiaire de la donation conserve les parts pendant au moins 5 ans et poursuit l'activité, les plus-values sont en report puis sont complètement définitivement exonérées. Donc pour, on va dire, les parents qui ont un certain patrimoine, qui ont une exploitation qui a une certaine valeur, de procéder par donation, ils visent beaucoup l'objectif fiscal, exonération des plus-values, exonération de droits de succession et puis équilibre dans le partage avec les enfants. Alors, juste revenir sur le mécanisme du dispositif Dutreil. Donc 75% d'exonération sur la valeur des parts qui seraient transmises. Une réduction sur les droits de 50% si vous donnez les parts en pleine propriété. Et si la donation partage est faite avec soult, eh bien dans cette hypothèse-là, la totalité de la donation bénéficiera de l'abattement de 75% puisqu'on raisonnera sur la base des droits théoriques de chaque donataire. Donc même ceux qui reçoivent de l'argent dans le cadre de la soult bénéficieront des 75% et des 50% de réduction sur les droits. Et puis autre avantage, le repreneur va pouvoir aujourd'hui faire prendre en charge sa soult par une société holding. Donc c'est le même mécanisme qu'on a vu précédemment, le LBO, sauf que là on va l'appeler le LBO familial ou le FBO. Donc l'idée, c'est plutôt que d'emprunter à titre personnel pour rembourser la soult à ses frères et sœurs, ça va être de créer une holding de reprise à qui on va transmettre la charge de la soult et c'est elle qui financera la soult au profit des frères et sœurs. Donc on a la partie transmise à titre gratuit qui va bénéficier des exonérations Dutreil et la partie qui va être entre guillemets à titre onéreux parce qu'il va falloir quand même payer la valeur de la soult aux autres frères et sœurs, elle sera prise en charge par la holding. On peut même cumuler, si les parents ne veulent pas donner la totalité, ils peuvent vendre aussi une partie des parts et cette partie des parts pourra être vendue à la holding. Donc,
Idem pour la version LBO classique, le financement de la SOULT. Lorsque vous êtes dans une tranche à 30%, vous allez avoir besoin du double de bénéfices pour rembourser la SOULT. Alors, les points de vigilance quand même, lorsque vous faites un LBO familial, il faut que la holding respecte les conditions du Dutreil, notamment au niveau de la participation au capital de la société. Il faut qu'elle soit détenue à plus de 75% par des signataires de l'engagement de conservation. Et il faut que ces actifs soient représentés à plus de 50% par des titres de la société dans laquelle elle a pris une participation ou des sociétés du groupe. Plus de 50%. Il y a aussi la condition du statut du fermage, c'est que lorsque vous avez des terres en location, vous pouvez les mettre à la disposition d'une société, mais il faut que cette société soit détenue majoritairement par des personnes physiques. Donc une holding, elle ne répond pas à cette condition-là. Donc lorsqu'il y a des terres en location, il faut normalement que les personnes physiques restent majoritaires. Alors, l'article 437 n'est pas très clair. Pour certains, avec l'autorisation du propriétaire, on pourrait aller au-delà des 50% détenus par la holding. Pour d'autres, l'accord du propriétaire viserait d'autres hypothèses de société. Autre bémol, si la donation a bénéficié de l'article 151 nonies 2, donc le report d'imposition des plus-values puis une exonération au bout de 5 ans, vous ne pouvez pas transmettre vos parts de la société à la société holding dans le délai de 5 ans. Donc ça peut être un frein, mais on peut, au-delà des 5 ans, apporter les parts à la société holding. Donc, je vous ai fait un petit exemple pour vous montrer en chiffrant un peu les hypothèses, ce qu'on peut faire avec une donation partage à charge de SOULT prise en charge par la holding. Donc j'ai 2 parents qui ont une exploitation bien valorisée à 1 million d'euros avec 2 enfants. La première hypothèse, je vends 50% des parts et je donne les autres 50% à, dans mon hypothèse, le fils qui voulait reprendre l'exploitation. Donc, je vends mes parts. Au passage, j'ai un risque de payer la plus-value. Là, j'en ai pas tenu compte. Donc, je donne 500 000 euros à ma fille et 500 000 euros de parts à mon fils. Et deuxième hypothèse, je donne 100 000, le million à mon fils exploitant, à charge pour lui de payer 500 000 euros à sa sœur sous forme de SOULT. Et SOULT payé par une holding de reprise. Donc rapidement, au niveau des droits de donation, je n'ai pas fait application de l'abattement de 100 000 euros. J'ai tout taxé directement à 20%. Lorsqu'on fait le Dutreil que sur 50% des parts, donc que sur 500 000 euros, parce que les autres 500 000 euros, je les ai donnés en argent à ma fille, j'ai pour 112 500 euros de droits de donation sur le million de valeur de part. Donc 500 000 transmis sous forme de Dutreil avec les 75% et 50% de réduction sur les droits. Et puis les 500 000 euros que je donne directement à ma fille, je paye 20% de 500 000 euros. Dans cette hypothèse-là, le coût de la reprise, donc l'achat en direct des parts, des 500 000 euros de parts à mes parents, me coûte 500 000 euros, mais après avoir payé l'impôt et la MSA, il me faut 1 million de bénéfices de la société. Donc, coût de la reprise, 1 million. Deuxième hypothèse, je fais un Dutreil sur la totalité des parts. Je fais une donation partage à charge de SOULT à payer à ma sœur. J'ai pour 25 000 euros de droits de donation. Donc voilà, déjà au niveau des parents, on économise quand même énormément de droits de donation. Au passage, on peut avoir aussi économisé des plus-values. Et puis, le financement de la SOULT par la holding, au lieu de me coûter 1 million, il va me coûter environ 600 000 euros. J'ai fait une cote mal taillée entre une partie, une tranche à 15%, une partie à 25%. Pour rembourser 500 000 euros,
je pense que je ne suis pas loin de ce montant-là. Donc voilà pourquoi aussi les sociétés holding se développent. Ce n'est pas seulement pour cacher des participations dans des exploitations, c'est aussi pour répondre aux problèmes de fiscalité sur les reprises d'exploitation. C'est un moyen de bénéficier des avantages de l'impôt sur le revenu sur la société d'exploitation, mais également des avantages de l'impôt sur les sociétés au niveau de la société holding. Par exemple, pour certaines exploitations, le fait de prendre une participation par une holding va leur permettre de redevenir exonérés des plus-values sur la part qu'ils conservent à titre personnel. Vous savez que pour être exonéré des plus-values, il faut un chiffre d'affaires inférieur à 250 000 € par associé exploitant. Si vous êtes à 500 000 € et que vous êtes seul associé exploitant, vous êtes 100% taxable aux plus-values. Si par contre, vous remontez 50% des bénéfices à une holding, votre quote-part redescend à 250 000 €, ce qui fait sur votre part de bénéfices que vous appréhendez à titre personnel, vous devenez exonéré de plus-value. Voilà, ça peut être encore un avantage de la holding. Alors, la holding, qu'est-ce qu'on en fait ? On s'en sert pour reprendre une exploitation, donc on l'a vu, une reprise d'entreprise, mais elle a d'autres vocations et pour certains clients, elle a été constituée que dans un objectif fiscal de remonter des bénéfices avec une taxation plus faible. Mais quand on fait ce schéma-là dans un but purement fiscal, à un moment donné, on se prend les pieds dans le tapis et on revient me voir 10 ans après en me disant « Monsieur Ramon, c'était bien ce que vous m'avez proposé, mais moi, ma holding, j'en ai rien fait, j'ai que des liquidités. Comment on fait pour tout casser ?» Et donc là, vraiment, il y a quand même eu une démarche un peu commerciale de vente des holdings pour l'objectif fiscal sans se préoccuper de qu'est-ce qu'on allait en faire et aussi comment on allait transmettre ça. Alors que pour d'autres, eh bien, ils ont tellement d'idées d'investissement qu'il n'y a pas assez de bénéfices pour réaliser tous leurs projets. Et donc, on est vraiment dans l'objectif de capitalisation et de développement de l'outil professionnel. On le voit, j'ai un client là qui a investi dans des poulaillers au travers de sa holding, qui a investi dans un méthaniseur en même temps, et tout ça au travers de la holding, des éoliennes, etc. Donc ça va permettre de développer le patrimoine professionnel, mais également le patrimoine privé. Ça va permettre de diversifier son patrimoine dans des bonnes conditions fiscales, d'acheter de l'immobilier. On sait aujourd'hui que d'acheter de l'immobilier à titre personnel, il y a une grosse pression fiscale. Les revenus fonciers ne bénéficient pas de la flat tax, ce qui fait que quelqu'un qui est dans une tranche à 41% plus la CSG, ça fait 58,2 de prélèvement sur ses revenus fonciers. En le faisant au travers d'une société à l'IS, on va pouvoir amortir l'immobilier, on va pouvoir avoir un taux de taxation qu'à 15 ou 25%. Donc ça va permettre de diversifier et pourquoi pas désintéresser les enfants qui ne seraient pas exploitants en leur donnant cette pelote de la holding qui aurait de l'immobilier à l'intérieur. Holding qui aurait éventuellement des droits de vote réduits dans la société d'exploitation pour ne pas remettre en cause le pouvoir de l'exploitant. Mais ça peut être des pistes de transmission, de donner du revenu à des enfants non exploitants. Voilà, tout ce qu'on peut faire sur la holding. Et puis, juste quand même pour conclure sur cette holding, alors il y a beaucoup d'avantages. En phase de capitalisation, de développement du patrimoine, pour quelqu'un qui est jeune, qui est dynamique, on a vraiment des gros avantages et ça va lui permettre de se développer beaucoup plus rapidement. Mais il faut quand même garder à l'esprit de la transmission de cet outil-là. Transmettre des appartements, transmettre des terres, c'est facile, on les divise entre ses enfants. Transmettre des parts de société, ça veut dire y associer ses enfants. Alors, on arrive à une deuxième génération où on arrive à rééclater la holding en plusieurs holdings pour que chacun des enfants puisse investir comme il veut dans avec ses propres objectifs. Impossibilité de bénéficier du régime des baux à long terme lorsque le foncier est logé dans une holding. Donc, il n'y a que les GFA qui peuvent en bénéficier pour les sociétés. Donc là, on a plutôt intérêt à essayer de transmettre les parts de la holding le plus tôt possible
quand il y a encore des emprunts, quand la valeur de la société est relativement faible. Donc sur le plan fiscal, il vaut mieux les donner assez tôt. Sur le plan juridique, ça peut être dangereux parce que moi j'ai des clients qui viennent de donner pour des très très grosses structures qui ont donné la nue propriété des parts de leur holding à moins de 41 ans pour gagner encore 10% de réserve d'usufruit. L'avantage qu'on a dans les sociétés, c'est qu'on va quand même pouvoir rédiger les statuts. Alors, à voir ce qu'on peut faire par rapport au Dutreil, mais on va pouvoir rédiger les statuts de façon à donner un maximum de pouvoir et de bénéfices à l'usufruitier, ce qui fait que l'usufruitier, les parents, vont pouvoir se dessaisir de la nue propriété assez tôt, tout en gardant le pouvoir dans la société, tout en gardant les revenus de la société. Donc voilà, pour conclure sur les holdings, ce qu'on peut dire rapidement, il y a beaucoup de choses à dire, j'ai essayé d'être synthétique, mais les holdings, voilà, ce n'est pas seulement un moyen de cacher, dissimuler du foncier pour justifier des agrandissements, ça répond souvent à une problématique fiscale et un problème de développement, et pour les agriculteurs, on va dire, les plus dynamiques. Merci beaucoup, M. Ramon. On peut vous applaudir. Vous pouvez rester. S'il y a une... Allez, on va prendre 2 questions dans la salle sur les atours de la société. Oui, Guillaume de Langlade. Merci. Juste une petite observation sur les holdings. Alors, effectivement, vous dites avec une holding, on peut réinvestir. Moi, je pense qu'on doit réinvestir, parce que je rappellerai quand même que la MSA veille au grain, et qu'à partir du moment où on crée une holding, souvent le dossier il est mis de côté. On en a fait l'expérience. Voilà, on en a fait l'expérience. Votre papa nous a défendu. Ils n'ont toujours pas leur comité de répression des abus de droit, donc tant pis pour eux, ils ne peuvent pas mettre en œuvre la procédure d'abus de droit. Mais le jour où ça arrivera, il faut s'attendre à une salve de dossiers. Donc c'est vraiment important. Oui, de faire mais c'est ce qu'on dit de plus en plus, c'est que la fiscalité, ça doit être la cerise sur le gâteau et ça ne doit pas être le gâteau, quoi. Et il faut derrière avoir cet objectif de faire grossir le patrimoine et de diversifier éventuellement, mais de se développer. Ouais. Je suis d'accord. OK. Donc, il faut faire vivre la holding. D'autres observations? Merci beaucoup, Merci M. de votre Ramon. attention. Et nous allons passer...